Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la... Hello entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Je voulais, avant de plonger dans ce tout nouvel épisode de Slow is Good, te parler de Blossoming, donc les événements Blossoming, qui sont tout nouveaux. Et je voulais t'inviter à une masterclass live pour parler stratégie de saison, en particulier si tu es un ou une slowpreneur. Et également, en l'occurrence, pour cet événement, on aura une invitée de marque qui sera communiquée très très prochainement et également la possibilité de réseauter en présentiel dans les locaux de NextAI ou, si tu n'es pas à Montréal ou à proximité, tu auras la possibilité de te connecter virtuellement pour cet événement hybride. Et si tu cherches plus d'informations pour cette masterclass live événement réseautage Blossoming, je t'invite à trouver l'information sur geraldinejp.com. Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Slow is Good. J'accueille quelqu'un de très spécial, une créatrice, une alchimiste, je pourrais dire, qui va nous parler de beaucoup de choses, d'écologie, de spiritualité, mais également de sommet. Bonjour Vanessa. Bonjour Géraldine, merci pour l'invitation. Écoute, ça me fait très très plaisir. J'ai eu la chance de t'épier quand même depuis ces derniers mois, années sur Instagram et d'avoir le bonheur en fait de t'avoir sur le sommet des slowpreneurs plus récemment. Et je te remercie encore pour ça. Mais pour ceux qui te découvrent, j'aimerais beaucoup que tu puisses nous partager un petit peu ton parcours et qui tu es et ton âme éco-spirituelle aussi. À quoi elle ressemble et qu'est-ce que ça veut dire surtout? Alors, mon parcours, je vais faire un résumé. Hein. C'est comme on le disait en off, j'ai eu plusieurs vies. Mais en gros, aujourd'hui, j'ai créé une entreprise. Donc, dans le système juridique administratif français, ça s'appelle, le statut que j'ai choisi pour cette entreprise, c'est société à mission. Donc, c'est une entreprise qui, dans ses statuts, a une mission, officialise sa mission de contribution au bien collectif, au bien-être collectif. Et donc, cette entreprise s'appelle la Voie de Gaïa. Et donc, dans la Voie de Gaïa, je fais plein de choses. Donc, je fais du coaching, d'accompagnement au début, j'appelais ça coaching holistique, donc coaching de l'intégralité de la personne. Mais dans ma façon de voir le monde, en fait, assez rapidement, je me suis pas que intéressée à la personne, parce que chaque individu, peut-être on pourra en reparler aussi, mais le terme d'individu, en fait, ça n'existe pas. Chaque personne, elle vient dans un écosystème. Et donc, c'est un peu l'accompagnement de tout ça. Mmh. Et puis, donc pour des entrepreneurs engagés, donc des personnes qui, comme moi, ont choisi d'entreprendre pour bousculer le statu quo. Donc, pas pour faire business as usual, mais pour vraiment créer le changement, participer au changement, essayer des nouvelles façons d'entreprendre. Et puis de plus en plus, en fait, et ça correspond aussi à mon parcours personnel, je me dirige aussi vers un accompagnement plus mentoring spirituel, où il y a de plus en plus vraiment de considération spirituelle. Et ça aussi, peut-être qu'on pourra redéfinir ensemble ce que ça veut dire dans les accompagnements que je propose. Et à côté de ça, donc il y a l'accompagnement individuel de groupe, et puis il y a aussi donc des sommets virtuels que moi je qualifie de alchimiques et engagés. Pourquoi ? Parce que leur vocation, outre que pour moi c'est aussi le moteur en fait de ma visibilité dans mon business plan, mais à part ça, c'est le rôle de ces sommets, c'est vraiment contribuer à l'éveil des consciences.
Donc c'est forcément des sommets qui ont pour vocation de, premièrement, me transformer moi. Donc je vais toujours chercher des sujets qui sont à la limite de ma zone de confort, de mon champ de connaissances, pour vraiment m'accompagner dans mon évolution personnelle. Ouais. Et du coup aussi transformer les gens qui vont assister à ces sommets, parce que elles vont arriver là-dedans, elles vont pas apprendre des choses qu'elles savaient déjà, elles vont apprendre des choses qu'elles savaient pas encore, ou avoir des nouvelles perspectives. Ou puis j'aime bien avoir vraiment un panel assez mélangé, comme on disait avant, hein, différentes générations, différentes origines, différents champs d'entrepreneuriat. C'est pas, j'essaie d'être assez, voilà, plein de perspectives différentes en fait. Et puis engagé parce que ils parlent de causes engagées, et puis ils sont aussi engagés dans leur conception. Donc moi, avec mes sommets, je reverse toujours une partie des bénéfices à des ONG qui œuvrent sur le terrain. Ouais. Donc voilà, ça et ça fait vraiment partie de la façon dont j'ai fait des sommets dès le départ, parce que pour moi aussi le sommet, c'est ok, je fais ça pour moi, je fais ça pour mon business, je fais ça pour la communauté que je sers, mais je fais ça aussi pour Gaïa, et puis pour donner aussi de la visibilité à des gens qui travaillent sur le terrain et qui font, pendant que nous on agite nos neurones et on cogite et voilà, mais il y a aussi besoin d'être sur le terrain vraiment et d'avoir des actions concrètes sur le terrain que moi, de par le métier que j'ai choisi, je peux pas vraiment faire autant à la hauteur que je voudrais ou sur la forme que je voudrais. Donc je donne l'argent à d'autres qui peuvent faire ça pour moi du coup. On va en reparler de l'importance de la contribution aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi une autre manière d'innover aussi. Mais avant d'aller plus loin, parce que tu nous as partagé un petit peu les grandes lignes en fait de ton parcours, moi je voudrais parler de Vanessa. Vanessa, derrière la voix de Gaïa. En fait, qu'est-ce qu'il y a justement? Comment ton cheminement il s'est construit au fur et à mesure pour t'amener justement de tes parcours un peu différent à ça, d'un point de vue humain, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Donc Vanessa, c'est une amoureuse éperdue de la vie. Mon grand amour, c'est cette planète, c'est la beauté du vivant, les végétaux, les animaux. Les humains, c'est cool, mais c'est tellement plus ennuyant que ce qui se passe dans une forêt ou dans une montagne ou dans un milieu. J'aime pas utiliser le mot naturel, mais dans un milieu vivant qui est anthropisé, mais pas comme une ville, par exemple. Donc, moi, je suis vraiment en amour profond pour la vie des océans, la vie des forêts, la vie des montagnes, la vie des rivières. Et c'est ça qui m'anime depuis toujours. C'est ça qui m'intéresse et qui me passionne depuis toujours. Et depuis toujours, en fait, depuis longtemps, hein, tous mes souvenirs les plus lointains, c'est vraiment cette conscience qu'il y a un truc qui tourne pas rond, qu'on est en train que c'est pas normal pour moi, hein, même déjà en tant qu'enfant, c'est pas normal de tuer des dauphins pour pêcher du thon, c'est pas normal de tuer des coccinelles pour se débarrasser de certaines chenilles dans les cultures, voilà, et donc voilà, de ce constat que il y a un truc dans la relation entre l'humain et la nature, généralement, hein, qui, en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui était incompréhensible en fait. Et ça m'a causé beaucoup de douleur. Comme j'ai pas grandi dans un environnement ni familial ni culturel où les émotions c'était vraiment quelque chose qu'on savait gérer. Du coup, c'était la gestion qu'on avait, c'était de les mettre sous le tapis et de pas les exprimer, de pas avoir trop d'émotions. Mais bon, donc c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est-à-dire que toute cette tristesse, aussi ce sentiment, cette anxiété, sentiment d'impuissance que je pouvais ressentir même déjà en tant qu'enfant, hein. J'ai tout mis sous le tapis, tout mis sous le tapis, tout mis sous le tapis. Et
Et donc, j'ai cru à un moment donné que, je sais pas, j'allais être ingénieur, une bonne élève, j'allais faire ce qu'il fallait faire, quoi. Donc, j'ai essayé. Et puis, ma nature m'a rattrapée. Et puis, donc mon histoire, ça a vraiment été le parcours de, comme je l'avais dit dans une autre interview, de fait de quitter le paradis, parce que j'avais bâti une vie qui correspondait à tous les idéaux que j'avais adoptés. Et donc, j'ai tout quitté, les grandes écoles, les institutions internationales. Enfin, je suis passée par plein d'endroits différents pour finalement partir en errance. Moi, j'ai appelé ça. Donc, je suis il y a quelques années, en 2017, j'ai tout quitté. Alors, pas du jour au lendemain. Il y a eu tout un processus qui a duré 2 ans, dans lesquels j'ai petit à petit préparé, mais pour finalement partir et sans savoir où j'allais. La chance que j'ai eue, c'est qu'à cette époque, j'avais déjà commencé, la spiritualité était déjà arrivée dans mon quotidien, enfin dans ma vie. Et donc, ça m'a donné des pistes, en fait, pour comprendre ce qui m'arrivait. Ouais. Et donc, pendant ces 2 années d'errance, mais bon, ça, je pense que ça a dû, en fait, en vrai, j'aurais eu besoin de plus. Mais les nécessités financières de la vie dans ce monde ont fait que j'ai dû revenir. Et donc, pendant ces années d'errance, en fait, ça a vraiment été pour moi un parcours de me souvenir de qui j'étais et de commencer à purger toutes les émotions que j'avais mis sous le tapis depuis, à l'époque, 34 ans. Enfin, 34, bon, on va dire, si j'en enlève, voilà, presque une trentaine d'années, quoi. Et donc ça, alors ça s'est fait graduellement, hein. C'est pas que les vannes, elles ont lâché comme, en fait, les vannes, elles lâchent jamais d'un coup. C'est vraiment rare. Moi, dans mon expérience, et maintenant que j'en parle aussi avec les gens autour de moi, en général, ça se passe graduellement parce que, à nouveau, la nature est bien faite. Notre corps, il prend soin de nous. Il y a des trucs qui sont en place pour pas ça nous détruise. Et donc, petit à petit, les vannes sont ouvertes et ça m'a permis de reconnecter l'amour, en fait, que j'ai pour ce monde, en fait, et pour la beauté du vivant. Et vraiment cette nostalgie ou ce longing, c'est un super mot qui est en anglais, qui n'est pas en français, ce longing pour vivre une vie de relation réciproque avec le vivant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même dans ma vie encore. Hein. Je parle de tout ça, mais je suis pas du tout au bout du chemin. Mais voilà, c'est un work in progress. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En même temps, la vie, c'est ça. Je pense que c'est des évolutions et des changements. Et on prend des chemins, et on prend des recoins, et des fois, on refait aussi des pas en arrière. Ce qui m'interpelle, en fait, dans ce que tu dis, c'est cette notion de spiritualité. Déjà, peut-être, pour mettre tout le monde d'accord, parce que tout le monde a des notions un petit peu différentes, tout le monde associe spiritualité, religion, que sais-je. Donc, dans tes mots à toi, spiritualité, en fait, ça se matérialise ou ça se définit comment? Ou les deux, d'ailleurs. Ouais. Donc spiritualité et religion, c'est 2 choses différentes. Une religion, c'est une spiritualité institutionnalisée. Ça veut dire que autour d'une certaine pratique spirituelle ou d'un certain modèle spirituel, on va revenir dessus, on a créé des institutions. On a créé des castes, on a créé... alors dans les religions, il y a les prêtres, il y a l'Église, le Vatican. Moi, je parle de la religion catholique, mais je suis même pas sûre d'utiliser le bon mot parce qu'en fait, je me suis pas vraiment intéressée aux religions. Voilà, donc la religion, c'est ça. La spiritualité, elle peut s'exprimer sous forme de religion, mais pas que. Pour moi, la spiritualité, c'est, comme je l'écris dans un ouvrage en cours, c'est l'hygiène de l'esprit. Ça veut dire c'est toutes ces pratiques qu'on a
pour prendre soin de notre psyché. Donc, en ce sens-là, dans ma définition de la spiritualité, la psy, c'est de la spiritualité aussi. Parce que c'est quoi? On prend soin de notre esprit. On prend soin de notre psyché. Et donc, avec ça, on a toute une foule de pratiques. La méditation, mais plein, le yoga, plein de trucs différents qui prennent soin de notre esprit. Et comme notre esprit, il est lié aussi à notre corps, c'est pas séparé. Ce qui se passe dans notre esprit et dans notre corps, c'est assez lié. C'est pour ça qu'il y a certaines spiritualités qui, elles, passent par le corps plutôt que par des choses purement mentales. Moi, justement, la première spiritualité que j'ai rencontrée, c'était le tantra. Et donc, le tantra, c'est la voix du corps, en fait. On fait parler le corps pour faire l'hygiène de notre esprit. Ça passe par le corps. Voilà, donc la spiritualité, pour moi, c'est ça. C'est vraiment quand on commence à se préoccuper, en fait, de ce qui se passe dans notre tête et dans dans ce champ d'exploration qu'est la spiritualité. Il y a un moment qui s'appelle l'éveil spirituel. Et pour moi, l'éveil spirituel, c'est le moment où, en fait, on commence à prendre conscience qu'on commence à prendre du recul sur nos pensées. C'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience que tout ce qu'on pense, c'est des pensées, c'est pas forcément la réalité. Il y a une différence entre ce qu'on pense, entre ce qu'on croit et ce qui se déroule dans la réalité. Et donc ça, c'est pour moi l'éveil spirituel. Donc ça, c'est donc l'éveil, c'est quand on en prend conscience la première fois, on se rend compte, ouf, en fait, et ça peut se passer de plein de manières différentes. Ce que je croyais sur le monde ou sur cette personne ou sur cette relation ou sur je sais pas quoi mon travail, c'est peut-être pas exactement ça. Et là, on commence à se questionner. Et après, c'est un processus d'approfondissement en fait où petit à petit, on remet en question de plus en plus de croyances et de schémas mentaux et du coup aussi corporels. C'est quand on déconstruit ce qu'il y a dans la tête, ça déconstruit aussi ce qu'il y a dans le corps. Inversement que quand on déconstruit ça dans le corps, ça déconstruit aussi ce qu'il y a dans la tête. Et voilà, pour mener à un moment donné, mais bon, ça, je sais pas, on en reparlera dans 50 ans, mener à un état de transparent, d'hygiène, je sais pas, d'esprit très clair, quoi. Du coup, moi j'ai une question pour toi qui est un peu plus justement philosophique sur la question, mais est-ce qu'on peut avoir des spiritualités? Parce que justement, on chemine tous, avant, en arrière, sur le côté, etc. Donc ça prend des géométries un peu variables. Puis il y a des facteurs aussi culturels qui interviennent dans ces spiritualités-là, en fonction de où est-ce qu'on les pratique, de comment et du moment où on les pratique. Je veux dire, une spiritualité, je dirais, à pratiquement 40 ans, c'est peut-être pas la même que celle qu'on peut avoir à 20 ans, par exemple. Donc, comment justement, philosophiquement, en fait, on se les approprie ou on s'affranchit, je sais pas dans quel sens on veut mettre la jauge, mais... Donc la spiritualité, comme on le disait, c'est l'hygiène de l'esprit. Donc notre esprit, ce qui se passe dans notre psyché, ça change, ça évolue au cours du temps. Donc ça, c'est quelque chose que on apprend en psycho, quelque chose que les peuples dits primitifs s'étaient très bien rendus compte. Donc c'est normal que, entre guillemets, je voudrais peut-être juste revenir en arrière avant de dire ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, plutôt que parler de spiritualité, c'est parler de pratiques spirituelles. Donc c'est quelles sont les pratiques, en fait, qui nous soutiennent dans l'hygiène de notre esprit, donc dans ce processus spirituel. Et donc voilà, notre psyché, elle évolue au cours de notre vie. Donc évidemment, les pratiques spirituelles qui sont adaptées ou qui correspondent à ce qui est en cours pour nous, elles vont varier au cours de notre vie, quoi. Et aussi, comme tu dis très justement, les pratiques spirituelles, elles s'insèrent dans un contexte culturel, et les cultures, elles s'insèrent dans un contexte géographique, local. Donc, quand on habite en montagne, on n'a pas la même spiritualité que quand on habite au bord de la mer. On n'a pas la même spiritualité que quand on habite quand on habite dans une ville. On n'a pas la même spiritualité que quand on habite dans un immeuble, que quand on habite dans une maison avec un petit jardin. Parce que le lieu
dans lequel on est, il fait aussi partie de notre psyché. Et donc les pratiques spirituelles aussi qu'on va adopter ou qu'on va pratiquer, elles peuvent être vraiment différentes en fonction de où on est situé. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a tellement aujourd'hui c'est un peu plus difficile à saisir parce qu'on a une espèce de culture un peu globalisée. Mais quoique, tu vois, on s'est bien rendu compte que même entre la France et le Canada, il y avait des petites subtilités culturelles qui parfois compliquaient un peu la vie, alors qu'on parle la même langue. Donc voilà, donc il y a plein de cultures et donc c'est normal qu'il y ait plein de pratiques spirituelles différentes. C'est pas qu'il y a une pratique spirituelle qui a la réponse pour tout le monde et qui est vraie pour tout le monde. Non. C'est ça, et là peut-être on revient un peu sur mon côté écologue, c'est que la diversité c'est bien qu'il y ait une diversité de pratiques spirituelles, parce que si en vrai il y a une diversité d'humains, il y a une diversité d'humains situés quelque part sur la planète, avec une diversité de vie, une diversité de croyances, une diversité de corps. On n'a pas tous exactement le même corps, on n'est pas encore pour l'instant tous exactement les clones les uns des autres. Donc c'est normal, c'est souhaitable qu'il y ait une diversité de pratiques spirituelles. Mais ce que je voudrais te demander aussi, c'est j'en discutais avec une amie en fait il y a quelques temps, mais c'est qu'on arrive dans une espèce d'ère aussi où c'est sûr qu'on voit beaucoup de witchcraft apparaître sur Instagram, etc. Alors oui, mais est-ce que là en ce moment on veut parler, quand on parle de spiritualité, justement de phénomène de mode ou de réalité en fait du monde qui tente justement de se soutenir à travers justement ce surtout. Et ce que j'appelle ce plus loin tout, c'est surinformation, suraccessibilité, peut-être même dans certains cas surfacilité des choses dans certaines régions du monde, ce qui fait qu'on a comme une forme justement d'errance de certaines je dirais certains peuples ou certaines communautés ou certains, je dirais, je sais même pas comment les appeler, mais certains créneaux d'âge. Donc, qu'est-ce que selon toi? Il y a plusieurs choses dans la question pour moi. Déjà, moi, je pense que avec la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui, tous les défis socio-environnementaux qu'on a devant notre porte, c'est pas ailleurs sur la planète, il suffit de sortir de chez soi, dans notre rue, et puis on va trouver des défis socio-environnementaux locaux plein. Et donc ça, je pense, et Covid a peut-être aidé aussi, ça crée une crise de sens en fait. Oui. Ça crée une crise de sens. Et du coup, cette crise de sens qui est souhaitable, parce qu'il faut qu'on se remette en question. Si on se remet pas en question, on va continuer à aller dans le mur. Enfin, il suffit de lire les rapports du GIEC. Ça parle que de ça en fait. Là, le rapport du GIEC, ça parle de se remettre en question, avoir tous un éveil spirituel collectif pour changer notre façon de penser et donc d'agir. Et donc voilà, donc il y a cette quête de sens qui fait que ça contribue, à mon avis, aussi à l'essor de toutes ces pratiques spirituelles. Et comme, à mon avis, en Occident, on a perdu en fait on a perdu beaucoup de savoir-faire spirituel. Donc on est un peu comme des enfants, on se retrouve avec plein de trucs. Et du coup, on sait pas trop par où commencer. Et comme on n'a pas peut-être une vision d'ensemble aussi de ce que c'est que le chemin spirituel, aussi des dangers qu'il peut y avoir, et voilà, ça fait que on navigue, on butine à droite, à gauche, on sait pas vraiment ce qu'on cherche. Souvent, les pratiques spirituelles, elles sont aussi un peu mélangées avec les pratiques du bien-être. Alors que la spiritualité, c'est pas du bien-être. Enfin, le bien-être, il arrive parfois. Ouais, c'est quand. Mais voilà, c'est pas du bien-être toujours immédiat. Parfois oui, mais parfois pas du tout. Parfois c'est du bien-être qui arrive au bout de 50 pratiques.
Et puis aussi comme maintenant, et ça moi je trouve que c'est comme toujours c'est à double tranchant, hein, mais on a cette facilité avec le web, avec les réseaux sociaux, on a accès à une tonne d'informations hyper rapidement. Et ben ça permet aussi la prolifération de plein de pratiques, et aussi je pense qu'il y a plein de gens qui ont vraiment des bonnes intentions, qui sont de bonne foi, mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'image d'ensemble. Et du coup, ce qu'ils proposent, c'est assez partiel en fait. Et c'est assez limité. Alors parfois, il faut, hein, mais voilà, faut pas rester enfermé dans ces visions partielles. Et, il y a quelque chose aussi que et c'est une question en fait que je discutais avec un ami qui s'appelle Julien autour du rapport du GIEC justement qui est assez en tout cas je veux dire ça fait froid un peu dans le dos. La question qui se pose c'est est-ce que à l'heure actuelle sur la planète on a tous les mêmes possibilités justement de prendre le recul qu'il y a à prendre par rapport à ce rapport et de prendre action aussi. Parce qu'on s'entend qu'il faut faire quelque chose. Alors la question c'est toujours quoi ? On commence par quoi ? Parce que bon, à ce niveau-là, bon, voilà. Mais est-ce qu'on est tous armés de la même manière pour être capable d'apporter sa pierre à l'édifice en fait ? On peut tous faire quelque chose. On peut tous... Alors, bon. En Occident. À part si... Mais même, en fait, je peux pas parler pour les gens dont je connais pas les réalités de la vie. Mais moi, je pense que... Enfin, je me refuse de croire qu'il y a des gens qui sont impuissants. On peut tous faire quelque chose à notre échelle. Par contre, on peut tous faire quelque chose à notre échelle. Et parfois, l'échelle à laquelle on peut agir, elle est vraiment limitée. Mais c'est pas grave. Si tout le monde fait quelque chose à son échelle, ça fait beaucoup de monde qui fait quelque chose à son échelle, et ça peut faire bouger les choses. Totalement. Et après aussi, il y a des personnes qui peuvent faire à des plus grandes échelles. Et ça, c'est aussi quelque chose que moi, je dis souvent pour les sommets virtuels. C'est-à-dire que faire des choses à son échelle, c'est bien. Mais si on a la capacité, si on a l'élan de faire des choses à grande échelle, il faut le faire. Il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas rester dans son coin. Oui, trier ses déchets, c'est bien. Il faut que tout le monde le fasse. Mais c'est pas suffisant. Et si on peut faire plus, eh ben, il faut faire plus. Et donc, après, là, c'est à chacun de voir. Hein, mais voilà, moi, je pensais jamais que je ferais des sommets. Mais maintenant que je fais des sommets, je me dis, bah ouais, je peux le faire, donc il faut que je le fasse. Quoi. Et il faut que je fasse des sommets qui touchent beaucoup de monde. Parce qu'en un sommet, ça permet de bousculer les consciences et de provoquer l'éveil de conscience de plein de personnes à la fois. Et donc, si je peux le faire, il faut que je le fasse. Et donc, voilà, toutes les personnes, c'est vraiment, comment dire, il y a un minimum, mais il y a aussi, est-ce que je vais aller repousser mes propres limites et me dire, ok, je vais essayer d'avoir une influence, d'avoir un impact à une échelle plus importante que celle que je pensais. Même si après, évidemment, on contrôle pas, hein. On sait pas ce que un petit geste anodin peut avoir comme impact. C'est comme on est interconnectés. Donc moi j'agis là, puis ça se peut ça a un effet boule de neige ailleurs, et puis j'en aurais jamais conscience que ça a changé tout un truc à l'autre bout de la planète. J'en sais rien. Mais voilà, si je sais que je peux faire plus, faut le faire alors. Surtout aujourd'hui, hier, je pourrais peut-être genre faire un peu. Hier, on regardait sur Le Monde, il y avait sur le site lemonde.fr, il y avait une infographie sur le réchauffement climatique. Quoi. Et donc hyper pédagogique, didactique, accessible, tout ça. Et donc quand même, il montrait les différents scénarios du GIEC. Et il y avait un scénario qui est le scénario business as usual. On va à plus 4,5 degrés de réchauffement d'ici 2100. 2100, ça veut dire que, bon, moi, je serais peut-être plus en vie, mais mon neveu et ma nièce, ou en tout cas leurs enfants, ils seront en vie. Et à plus 4,5 degrés de moyenne sur la planète, ça va être vraiment compliqué pour tout le monde, pas que les humains. Enfin, et peut-être...
pour notre écosystème. Pour tout le monde, en fait. Et donc, il y a quelque temps déjà, j'avais écouté un webinaire avec Joanna Macy. Donc, je sais pas si tu connais Joanna Macy. Son nom me dit quelque chose, je suis pas sûre d'avoir vu du contenu à son sujet. Je t'invite à aller regarder ce qu'elle fait, c'est une des grandes pionnières de l'éveil éco-spirituel. Et d'ailleurs, on pourra aussi revenir après sur ce que c'est que l'éveil éco-spirituel. Et donc, à cette conférence, donc on était plus de 1000 dans la conférence Zoom, hein, c'était assez impressionnant, j'avais jamais été dans une conférence aussi grande, donc 1000, bon, pour d'autres personnes, c'est rien du tout, mais je trouve ça déjà vachement cool d'avoir. Et elle a plus de 90 ans, 80, je sais pas, elle est déjà super vieille, quoi. Mais elle est encore à fond. Et donc, en intro, il nous présentait en fait des données, en gros, certaines études qui disent que l'humanité pourrait disparaître d'ici 2050. Et là, j'ai fait 2050, je serai encore en vie, j'espère. Ouais, c'est pas loin. Non, c'est pas loin, et j'espère, je serai encore en vie, j'espère. Et je me suis dit, et donc mon neveu et ma nièce que j'adore, eux, ils auront vécu une vie hyper courte, c'est horrible. Et là, j'ai eu un espèce de choc. Et donc pendant 2 semaines, j'étais vraiment en choc, j'ai pleuré, et j'ai vraiment réalisé que le changement climatique, c'était pas qu'une histoire de baleines et de coraux, c'est vraiment aussi une histoire, moi, Vanessa, dans ma vie, je peux mourir du changement climatique. Et c'est une probabilité qui existe. C'est pas un truc, ça existe. Et ça fait réfléchir, quoi. Ça fait réfléchir, et c'est pour ça que je me dis, en fait, ouais, l'urgence, c'est pas bien, faut pas stresser les gens, mais il y a quand même une urgence. Donc, Vanessa militante aussi. Voilà, donc non, mais pour revenir à si tout le monde fait quelque chose, et franchement, c'est pas compliqué. Des petits gestes du quotidien, il y en a des tonnes, genre il y a des milliards de livres. Vous achetez n'importe lequel, vous en choisissez un parmi ces gestes, déjà, ça va changer la vie de tout le monde. Ça, c'est à la portée de tout le monde, tu vois. Qu'on soit multimillionnaire, qu'on soit pauvre, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit à son compte. Ce qui est cool, c'est qu'on a le choix, parce qu'il y a plein de choses, et tellement de choses à faire. Il y a forcément quelque chose que vous pouvez faire dans tout ce qu'il faut faire. Donc, voilà. J'aime ce message et de recadrer l'idée qu'à tous ces niveaux de paliers de vie, on peut amener sa petite pierre. Parce que dans beaucoup de lectures en fait, que j'ai pu avoir ces dernières années, il y avait un petit peu un ton moralisateur que il faut, mais la réalité c'est que chacun fait aussi à son niveau, avec ses moyens aussi, et avec sa réalité de vie. Et puis je pense que ça c'est important aussi dans cet acte, en fait, et de supporter la planète, ce qui nous entoure, notre écosystème, et finalement les hommes aussi, c'est d'apporter cette nuance-là qui est, à mon sens, assez importante. Ouais, complètement. Et je pense que il faut que peut-être, je reviens là-dessus, le seul faut qui existe, c'est qu'il faut que tout le monde fasse quelque chose. Peu importe, mais quelque chose. Une fois qu'on a fait quelque chose, peut-être qu'on peut faire encore un autre quelque chose en plus. Mais si déjà on fait un quelque chose, ça va déjà changer beaucoup de choses. Absolument, absolument. Je voudrais qu'on puisse un petit peu creuser, en fait, ton modèle d'affaires, littéralement, de la voie de Gaïa. Parce que justement, tu passes à travers quelque chose de pas simple comme exercice, quand même. Hein. Je veux dire, les sommets, on vient d'en terminer un avec ma binôme. Ouais, c'est super, c'est génial, mais ça vient tirer sur beaucoup de cordes. Alors, comment t'es arrivée justement à naviguer de coaching peut-être individuel, de groupe, au sommet? Donc, j'ai eu de la chance. Au tout début de la voie de Gaïa, en fait, ma première business mentor, elle était déjà créatrice de sommet. Et elle accompagnait la création. En fait, mon parcours spirituel, il a été fortement accéléré par les sommets virtuels. D'accord. Certains sommets, mon tout premier sommet, il a vraiment... Ça, c'était pour moi, hein, c'était vraiment un sommet alchimique, c'est-à-dire qu'il a fait exploser ma vision du monde, mais littéralement en 10 milliards de morceaux. Je suis sortie de ce sommet, je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je me suis dit, là, il se passait un truc pour moi, là. Parce que j'ai entendu parler des gens, de choses qui me paraissaient évidents, mais dont j'avais jamais entendu parler avant.
Mm. Et donc c'était le sommet qui s'appelait The Heartbeat of Mother Earth, donc le battement de cœur de Terre-Mère. Donc là déjà pour moi il y a que des mots qui déjà voilà rien que d'y penser je suis émue parce que c'est le truc le plus poétique de ma vie, ça, le battement de cœur de Terre-Mère. Et donc assez rapide, donc j'ai fait pas mal de formations avec Jocelyne, tout ça, et puis elle faisait la formation, l'accompagnement, la création de sommet. Et puis aussi la première fois qu'elle en a parlé, je me suis dit non, pas pour moi ça. Je voyais pas l'intérêt quoi. Puis ça a infusé un petit peu. Et là je me suis dit en fait créer un sommet, ça va me permettre de lancer mon activité tout de suite. J'ai pas besoin de faire la star sur Instagram pendant 3 ans pour rassembler 787 personnes. En un sommet, je peux rassembler direct des milliers de personnes et avoir une newsletter avec des milliers d'adresses. Ouais. Et après ça, faire tourner mon business, en fait. Parce que j'aurais une base. J'aurais pas fait un lead magnet pourri avec des pubs. Je peux squeezer tout ça, faire un sommet et faire. Donc ça, c'était ma première raison de faire un sommet. Et puis après, en faisant le sommet, je me suis rendu compte qu'en fait, je kiffais. Je kiffais parce que déjà, on rencontre que des gens exceptionnels. Enfin, moi, j'ai invité tous les gens qui m'inspiraient dans ma vie à ce moment-là, ou des enseignants, des gens qui avaient largement contribué aussi à mon cheminement du passé. C'était une forme pour moi aussi de les remercier, en leur offrant cette visibilité, de les remercier pour tout ce qu'ils m'avaient apporté dans ma vie, même si j'avais déjà payé les stages et tout. Enfin, moi, je suis une style de personne, quand on m'a rendu service ou qu'on m'a fait un truc sympa dans la vie, je suis éternellement en gratitude, quoi. Mais éternellement. Donc voilà, je sais pas, j'ai ça en moi. Et donc c'était une façon de plus encore de les remercier pour ce qu'ils avaient contribué dans ma vie. Et après de fil en aiguille, en fait, de sommet en sommet, parce que donc là j'en ai déjà fait 5. J'en ai un 6e là qui mijote. Et puis j'en ai déjà entre-temps aussi accompagné un sacré paquet. Ça se compte sur plus que les doigts de deux mains. Enfin, je pense. Je sais plus combien je suis là, un certain nombre déjà. Et donc j'ai vraiment découvert les différentes, les super pouvoirs qu'avaient les sommets. Donc un pour le business. Moi du coup c'est vraiment. Et puis après voilà, créer des liens entre les gens, entre les idées. Donc moi j'aime bien avoir des idées dans le sommet qui sont pas des idées qu'on voit à côté d'habitude. Des sujets un peu pionniers, des trucs un peu voilà où se dire qu'est-ce que ça, c'est quoi le lien. Puis en fait, je mettais ça dans le même sommet, et après on se rend compte, ah ouais, en fait, parce que moi je pense comme ça aussi, je vois les liens entre plein de trucs tout le temps. Et donc là, je sais pas, je me suis un peu perdue, mais j'ai oublié la question. Le sommet, ah oui, c'est justement dans la dynamique sommet et business, parce que on va se dire les vraies affaires là. Oui. Et donc c'est ça. Un sommet, c'est pas simple, c'est pas de tout repos aussi. Complètement, ouais. Complètement. Donc, alors là, en ce moment, je vais être honnête aussi, hein, je vis une espèce de... C'est marrant parce que la question m'était déjà venue, puis j'avais un peu mis de côté. Et puis là, vraiment, il faut que j'y fasse face, quoi. Je me suis dit, au début, je voyais le sommet comme un outil de marketing et de visibilité. Donc, c'était vraiment pour la visibilité, le marketing. Donc, je m'en suis servi pour ça. Et donc là, pour moi, ça faisait sens que ce soit un sommet gratuit. Parce que c'était vraiment visibilité. Et puis, c'était Bibi qui faisait tout avec ses petites mains. Voilà, j'avais le goût à l'époque de faire tout ça. De toute façon, c'était bien que j'apprenne, fallait que j'apprenne à faire un site web, fallait que je comprenne. C'était bien de le faire soi-même en fait. Ouais. Et puis j'avais pas encore un max de clients, j'avais pas encore de. Enfin, je commençais, c'était vraiment le tout début de la voie de Gaïa, quoi. C'était dans les 6 premiers mois de la voie de Gaïa, donc j'avais le temps en fait de faire que ça. Et puis aujourd'hui. Dans ma façon de donc déjà mes sommets et puis à l'époque aussi je faisais du marketing traditionnel, donc early bird, trucs super réduits, offre temps limité. Donc là en fait ça vendait parce que les gens les pauvres, c'était aussi encore voilà, c'est notre époque, hein, c'était avant Covid, c'était un autre moment aussi, hein, après le collectif évolue, c'est là aussi cette notion d'écosystème, hein, d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe dans notre écosystème. Je pense que la relation qu'on a avec le web, elle a changé en fait. Il y a vraiment un avant et un après Covid. Et ça, je suis pas la seule à le dire, hein. Tout le monde le remarque et le dit et le vit. Et donc aujourd'hui, donc
moi, les sommets, même si c'est vraiment beaucoup de boulot, je kiffe. Pourquoi? Alors, aussi parce que moi, mes sommets, je les fais en live. Moi, c'est vraiment, enfin, j'essaie de faire la plus grande partie en live. Donc, c'est vraiment une semaine entière où je suis avec des gens géniaux, partout sur la planète, à parler de trucs qui me font des orgasmes cérébraux toutes les 4 minutes, quoi. Donc c'est génial. Enfin, moi j'adore. En fait, je voudrais vivre dans un sommet virtuel toute ma vie. Mais moi j'adore vraiment ça, quoi. Donc, mais bon, je me suis aussi rendu compte que le marketing traditionnel et tout, c'est pas ça que je voulais proposer. C'est pas dans mes valeurs. Donc, il faut que j'invente un nouveau modèle, quoi. Et le truc, quand on est pionnier, le problème, c'est quand on est pionnier, on a tout le sale boulot à faire. C'est-à-dire que non seulement il faut inventer le modèle, mais en plus il faut sensibiliser, éduquer tout le monde et attendre que tout le monde ait le temps de changer ses habitudes. Et donc il y a toute cette zone là où c'est un peu bancal parce que du coup mes sommeils sont moins rentables que ce qu'ils étaient. Ouais. Mais en même temps ils sont plus en alignement avec ce que je veux. Et puis moi j'ai cette vision long terme. En fait moi je sais que j'espère que dans 10 ans, 15 ans, je ferai encore des sommets virtuels. Moi, je veux faire moi, mon grand sujet, c'est l'éco-spiritualité. C'est vraiment ça sur quoi je veux œuvrer. Et donc, moi, je me vois bien avoir après un sommet style, voilà, un truc référence, quoi. Un espèce quelque chose qui devienne connu. Mais tout ça, ça prend du temps. Je peux pas demander, et avoir espérer qu'au bout d'une fois, déjà, ce soit, voilà, c'est un processus qui va, comme tous les grands festivals, hein, ils sont pas construits comme ça en une année, hein. Ça a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bah, mais le sommet, c'est pareil. Donc moi, j'ai cette vision-là, et du coup, s'il y a un sommet une année qui marche moins bien que les autres, ou que je galère plus, c'est pas grave. Ça fait partie d'un processus que je sais va être un processus de croissance. Ouais. Mais voilà, il faut donner le temps au temps. Et puis, en attendant, voilà, je navigue les hauts et les bas aussi, même financiers. Hein, que mon dernier sommet, il a plombé les finances de mon entreprise. Ça a failli me mener au bord de la banqueroute. Et puis j'ai rebondi, et puis j'ai trouvé des solutions avec ma comptable, et puis voilà, en ce moment je vais sur mes économies pour éponger mes dettes, et puis on continue, quoi. Mais tu vois, je trouve ça, je te remercie aussi beaucoup vraiment pour ta franchise, parce que c'est pas nécessairement que toi, mais dans l'écosystème en fait de l'industrie en fait du coaching, des sommets, etc. On parle pas du behind the scene, en fait, cœur à cœur, de ce qui se passe, de l'énergie que ça demande pour créer, en fait, un contenu de qualité, une marque aussi de qualité, qui se respecte et qui respecte ses valeurs, et en même temps, qui répond à un vrai engagement. C'est très, très difficile parce qu'on est, et la preuve, dans le cadre du sommet des slowpreneurs, on avait d'abord arboré pour des mécanismes marketing traditionnels qu'on connaît, early bird, etc. Heureusement qu'on a une Vanessa qui nous a fait un commentaire très judicieux, et on s'est dit, you know what, c'est vrai, c'est archi vrai, on le pensait depuis le départ, mais on peut faire les choses autrement. Et c'est vrai que la dure réalité de vouloir innover finalement dans des pratiques qui existent d'un point de vue business, c'est comme, moi j'ai un petit garçon, donc c'est comme un accouchement, tu sais, t'as le cloning, ça arrive, et il faut pousser, et ça fait mal. Ouais. Ah, mais c'est hyper ingrat, hein. C'est triste d'avoir à faire cette analogie, mais c'est un petit peu la réalité. Et là où je te rejoins, c'est aussi dans la beauté des relations. Effectivement, un sommet, c'est un outil marketing, on va clairement, c'en est un. C'est une manière de faire. Mais après ça, on se révèle aussi à travers justement la connexion des uns et des autres. Ce que je rajouterais aussi par rapport à ce que tu disais, c'est en fait, il y a l'audience, mais il y a aussi toute la communauté des speakers invités aussi, avec lesquels on cotisse, on fait des pelotes, on défait les pelotes. Puis des fois, on se retrouve dans des exercices qui sont pas simples, parce que peut-être que l'invité, il dit des choses qui viennent un peu nous laisser le poids. Et des fois, il faut être capable de jongler avec ça. Donc, un sommet, en fait, c'est bien plus qu'un outil marketing, c'est un outil relationnel, c'est un outil humain aussi, parce que ça vient tester beaucoup de choses à tous les niveaux. Hein, et il faut être capable de se bâtir en même temps. Toi, justement, après justement ces répétitions, ces exercices,
quel est l'élément en fait le plus marquant pour toi dans ton évolution à travers l'utilisation et je dirais quasiment, parce que tu utilises le terme alchimique, mais je dirais quasiment le pouvoir du sommeil en fait. Non, mais c'est ça, en fait, comme je disais aussi avant, les sommets, ça a tellement de super pouvoirs, quoi. Donc ça a ce côté marketing, ça a le côté tissage de liens entre humains, entre idées, enfin, les sommets, pour moi, c'est des outils ou c'est des événements qui sont du nouveau monde, quoi. Parce qu'on est là, ensemble, on vient rencontrer des nouvelles idées. Alors, tout dépend évidemment comment c'est conçu, parce qu'il y a des sommets qui sont conçus ancien monde. Mais bon, quand même, dans son essence, en fait, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre, de faire ensemble, du collectif, de la collaboration. Mais comme c'est pas forcément l'état d'esprit mainstream, parfois il faut faire un peu de pédagogie, même auprès des conférenciers, conférencières, qui comprennent pas toujours. Et donc, je vais ta question, je vais dire un truc, après tu me rediras ta question. Je vais juste dire, en fait... L'élément marquant. Marquant. Ouais. Peut-être, juste en arrière un petit peu, mais créer un sommet, en fait, c'est un métier. Hein. Il y a eu une époque, un peu la flambée des sommets, ça avait l'air facile et tout. Un sommet, comme je dis souvent, c'est complexe, mais pas compliqué, c'est vrai, mais il y a aussi un savoir-faire. C'est comme un directeur de festival, c'est son job à temps plein. Hein. C'est son job. Donc moi, mon idée, c'est un jour de devenir directrice de festival sommet en ligne. Donc que ça puisse aussi être mon job à temps plein et qu'à côté, parce que moi je suis multitask dans ma tête, et donc je ferai encore du mentoring, du coaching, parce que j'adore la matière humaine, donc je ferai des trucs comme ça aussi. Mais donc aussi reconnaître ça, en fait, c'est que c'est vraiment, moi quand je suis en train de faire un sommet, je coache pas, hein, c'est des heures et des heures de travail. Ou alors c'est des prestataires que je paye pour faire les trucs qui sont en dehors de ce que je sais faire. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que le modèle économique des sommets, faut qu'il évolue. Ouais. Et après, donc un truc aussi sur les sommets, peut-être en lien avec ce que j'en ai retenu moi aussi dans mon parcours personnel, c'est que c'est aussi une pratique spirituelle, un sommet. Enfin, pour moi, ça a vraiment été ça, en fait. C'est des outils, parce que je choisis de le vivre comme ça. C'est des outils. À chaque sommet, ça a contribué à mon hygiène de l'esprit, quoi. En faisant exploser des idées que j'avais, parce que j'ai été choisir ces sujets qui étaient à la limite de mon champ aussi de là où je me sentais confortable. Je me souviens quand j'ai fait un sommet sur l'argent, mais j'étais morte de trouille, quoi. Je me suis dit non mais je vais me faire lyncher, en plus moi c'était j'ai abordé ça d'un regard puis en fait un peu différent, quoi. Et en fait de voir l'impact, ce sommet il a eu un impact de dingue. Enfin c'était bon, après faire un sommet sur l'argent, c'est le truc hyper vendeur. Hein. Ouais. Si vous voulez faire beaucoup d'argent avec un sommet, faites un sommet sur l'argent. Voilà. Mais bon, après ça aussi, je l'ai vu après, ça a d'autres contreparties en fait. Ok, on a plein d'argent, mais après on a d'autres contreparties qui sont un peu plus sur le long terme, qui sont un peu moins cool à gérer. Et donc voilà, donc les sommets c'est aussi une pratique spirituelle, et moi dans ma vie, ça m'apporte ça aussi, quoi, dans la voie de Gaïa, et j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai fait tous ces sommets aussi. C'est vraiment contribué à mais d'une manière de dingue, à me faire grandir, à me faire maturer, à m'emmener dans un endroit dans ma tête où je pensais même pas que ça existait, en fait. Enfin, maintenant que j'y suis, je me dis c'est trop bien. Franchement, j'aurais aimé qu'on me dise ça il y a 20 ans. J'aurais fait toutes les heures de méditation et tout ce qu'il fallait pour y arriver tout de suite. Mais bon, la vie en a voulu autrement. Écoute, on arrive bientôt à la fin de ce peut-être premier chapitre d'entretien avec toi. J'aurai 3 questions finales, enfin 3 éléments finaux que j'aimerais que tu nous partages. Un qui m'a interpellée sur un de tes sommets, justement, le sommet de l'éco-spiritualité. Est-ce que tu serais partante pour partager justement une prière? Oui, je peux partager une prière. Je peux partager une prière. Alors attends, je vais la retrouver juste. Parce que je la connais pas complètement par cœur.
Et pendant que justement, tu remets la main sur cette prière que j'ai trouvée très, très poétique et très jolie. T'en as une que tu veux en particulier ou je peux prendre celle que je veux? Celle de ton choix. Celle de ton choix. D'accord. J'étais allée où? Je vais la retrouver. Ah oui. Oui, vas-y, continue. Je t'écoute. Pardon, je peux faire du multitasking. Et en fait, si tu te devais donner un seul conseil justement pour quelqu'un qui finalement vient d'écouter cet épisode et se dit bah ok, en fait c'est banco, moi je me lance dans les sommets, ce serait quoi ce conseil que tu donnerais? Alors là, j'ai prêché pour ma paroisse, mais c'est fais-toi accompagner. Te lance pas dans un sommet, à moins que tu aies déjà de l'expérience avec l'organisation d'événements et des choses comme ça. Mais sinon, fais-toi accompagner. Ouais. Parce que faire des sommets amateurs, ça nuit à tout le monde en fait. Ça nuit aux gens comme moi dont c'est le métier. Ça nuit aux conférencières qui du coup sont pas contents parce que ça a pas bien marché et du coup veulent plus aller dans d'autres sommets. Moi j'ai plein de conférencières qui ont jamais voulu, des gens géniaux, mais qui ont eu des expériences de sommet tellement malheureuses qu'ils ont dit non, plus jamais de sommet. Alors que moi je leur promettais que ça allait être différent et ça aurait été différent. Et aussi parce que, comme on dit tout à l'heure, il faut que ça aille vite, quoi. Donc on n'a pas vraiment le temps de refaire les erreurs que tout le monde a déjà fait avant. Ça sert à rien. Moi, je rêve d'un écosystème de sommets avec que des sommets qui explosent, quoi. Que des sommets qui sont voilà, où il y a plein de monde, où il y a des conférenciers super bien, où tout le monde est content. Moi, je voudrais être entouré que de sommets comme ça, quoi. Et pas des petits sommets. En plus, parfois, je vois des personnes, mais elles se compliquent la vie. Je me dis, non, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, elles ont pas compris ce que c'était qu'un sommet. Elles se lancent dans l'aventure d'un sommet, ce qu'elles ont vu. Les gens, ils font du copier-coller, mais ça, c'est aussi une de nos maladies. On fait du copier-coller sans savoir ce qu'on fait réellement et sans avoir compris les implications profondes. Donc, c'est ça aussi le slowpreneuriat, c'est-à-dire que c'est prendre le temps de comprendre ce qu'on fait. Alors, bon, je dis ça en même temps, moi, je suis la première à faire des trucs sans comprendre ce que je fais, puis je comprends après, quoi. Mais voilà, sur un sommet, vous lancez pas tout seul. Ouais, vous lancez pas tout seul, ça, c'est trop dommage. Oui, ça va vous faire de l'expérience et tout, mais enfin, ça peut aller plus vite en fait, et puis vous pouvez avoir des résultats beaucoup plus rapidement, et ça bénéficie à tout le monde parce que du coup, les conférenciers sont contents aussi. Ça, c'est important. C'est la partie la plus difficile d'un sommet, c'est faire en sorte parce que moi, pour mon business, c'est sûr, l'audience, c'est certain. La partie complexe des sommets, c'est la satisfaction des conférenciers et conférencières. Et ça, c'est un art. Et ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait compris comment fonctionne un sommet, c'est savoir gérer tout ce monde, tout ça. Et ça, c'est... Voilà, donc faites-vous accompagner. Par moi. Non, mais bon, il y a plein de formations sur les sommets. Parle de ton accompagnement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah moi, c'est tout. Donc, c'est tout sur la voie de Gaïa. C'est tout sur la voie de Gaïa.com. Vous allez là et vous allez trouver accompagnement semi-virtuel. Vous allez trouver mes différentes options. Si ce que je propose, ça vous plaît pas, vous m'écrivez un mail, vous me dites, voilà, Vanessa, rien de ce que tu as mis sur ton site me plaît, je veux autre chose. Et on invente un truc ensemble. Il n'y a pas de souci. Moi, j'adore, tu connais le Human Design, je suis générateur, donc j'adore répondre aux demandes de l'univers. Et donc, j'adore créer des offres sur mesure pour les personnes. Donc, voilà. Écoute, je suis très heureuse de pouvoir clore ces derniers moments avec toi sur Slow is Good, avec cette prière, si jamais tu es là. Ah, je viens d'ouvrir mon fichier, c'était le truc qui est apparu devant mes yeux. Donc, c'est une prière qui est assez connue, qui est la prière de Saint François d'Assise. Et, donc, je l'ai un peu réécrite à ma sauce parce qu'il y a des mots, voilà, moi, Dieu, ça n'a pas trop ma tasse de thé. Donc, j'ai mis d'autres mots à la place. Mais c'est une prière qui a
qui parle de moi, pour moi. Et donc cette prière, elle dit, donc, avec les mots modifiés par moi, hein. Donc, vie, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô univers aimant, accorde-moi que je ne cherche pas tant à être consolée qu'à consoler, à être comprise qu'à comprendre, à être aimée qu'à aimer, car c'est en donnant que l'on reçoit, en s'oubliant qu'on trouve, en pardonnant qu'on est pardonné, et en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Merci Vanessa. Merci Géraldine pour cette opportunité et la richesse de nos échanges. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode.